Quel symbole de se retrouver dans cette salle du conseil de l'hôtel de ville avec Thomas Joly à la place de la mer. Tu es le directeur artistique donc des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et tu es avant tout une personnalité de théâtre. Voilà, tu vis pour le théâtre. Et le Papotin aime énormément le théâtre. Donc, quand on a rencontré la mairie de Paris, qu'on s'est dit essayons de faire des rencontres, de faire notre travail de journaliste du Papotin autour de la question des Jeux Olympiques, évidemment, ton nom est venu très rapidement. Merci, moi je suis trop content d'être là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et merci de m'avoir mis à cette place, c'est assez impressionnant. En plus, tu es bien entouré, hein. Tu as des conseillers, je peux te garantir. J'ai mes conseillers et mes conseillères, on s'est présentés. Mais bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de m'accueillir, merci beaucoup. Pour commencer, je vais proposer à Gaspard. Où es-tu, Gaspard? Bonjour, cher Thomas Joly. Bonjour, Gaspard. Explique-moi ce que c'est que le métier de directeur artistique. Ok, alors... vous avez 20 secondes pour m'expliquer ce que c'est que... En 20 secondes, on va le faire. Directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques, c'est celui qui est censé amener la fête, amener le sens, amener le spectacle dans ces événements qui sont d'abord la célébration des athlètes. Donc moi, mon travail, c'est de faire du spectacle, des spectacles. Alors d'amener de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque, de l'image, de l'art plastique au milieu de ces cérémonies. Est-ce que j'ai fait 20 secondes? C'est bon. Oui, je Top pense. chrono. Merci Gaspard. Bonjour Thomas, est-ce que vous vous parlez tout seul? Tout le temps. Tout le temps. Et j'en ai besoin parce que comme j'ai beaucoup de choses dans la tête, je me dis que chez moi, ça me permet de formuler. Alors soit je le fais à voix haute, soit j'écris. Ah, moi aussi j'écris. Hein. Bah oui, je pense que ça fait du bien aussi des fois de mettre de l'ordre dans sa pensée. Alors que ce soit à voix haute ou par écrit, plutôt que de trouver un ami ou une amie, parce que des fois je parle beaucoup trop. Et comme je sais que j'ai beaucoup de choses à sortir, eh ben je fais des petites synthèses. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci Sébastien. Alors Thomas, bonjour à vous. Donc, bonjour Alexandre. Je me prénomme Alexandre et combien de temps cela vous a-t-il pris pour mettre en scène votre spectacle? Alors, concernant la cérémonie, moi j'ai commencé à travailler en octobre 2022 et donc on va sortir ça en juillet 24, pas du tout 26, 24. Donc ça fait combien de mois? Ça fait 18, 19 mois. Ça fait 1 an et demi, quoi. Ouais, voilà, 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Plus d'1 an et demi. Ouais. Alors après, j'ai pas fait la mise en scène pendant 1 an et demi. D'abord, il a fallu concevoir, trouver les idées, etc., etc. Et on est en répétition concrètement là depuis le mois de février. Donc ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois. 6 mois de répétition concrète. Est-ce qu'on passerait la parole à Stanislas, par exemple? Est-ce que mettre en scène la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en quelque sorte, vous a construit et ça montre un objectif que vous n'avez jamais pensé atteindre dans votre vie? C'est tout à fait juste. Merci pour cette question, Stanislas, parce qu'effectivement, d'abord, je dois vous dire que moi, je suis un acteur de théâtre, un metteur en scène de théâtre, et j'habitais à Angers, dans l'ouest de la France. Et puis, un jour, j'ai reçu un appel de Thierry Reboul, qui est le directeur des cérémonies à Paris 2024, qui me dit, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer parce que votre travail nous intéresse. À l'époque, j'étais en train de faire un spectacle qui durait 24 heures d'affilée, et il était intéressé par ça, il s'est dit, tiens, voilà. Et donc, j'ai été très surpris qu'on m'appelle pour me rencontrer, et au début, j'avais pas compris que c'était pour être le directeur artistique, je pensais que c'était pour être consultant sur les questions, on va dire, de théâtre, d'opéra, de spectacle vivant dans les cérémonies. Et je pensais qu'il y avait déjà un directeur ou une directrice artistique. Et au fur et à mesure de mes rendez-vous, j'ai eu 2-3 rendez-vous avec lui, il m'a dit, mais en fait, on aimerait bien que ce soit toi, qui soit le directeur artistique. Et là, pour moi, ça a été, ça va m'émouvoir encore. C'était une très grande émotion parce que c'est une responsabilité incroyable, un honneur immense. Vous savez, les Jeux Olympiques, la dernière fois qu'ils étaient à Paris, c'était il y a 100 ans. Moi, j'étais pas né. 1924. Exactement, 1924.
Pierre de Coubertin qui a refondé les Jeux Olympiques parfaitement. Et donc, d'un coup, je me dis, waouh, c'est tous les 100 ans, enfin, c'était il y a 100 ans, quel honneur. Et donc, j'ai démissionné, j'ai déménagé à Paris pour me consacrer complètement à ce travail. Donc, oui, ça me transforme. Oui, parce que personne n'a jamais réalisé une cérémonie qui est en dehors d'un stade. Ça, pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, elle ne va pas se passer dans le stade de France, mais elle va se passer sur les bords de Seine. Donc il y a tout à inventer. Personne ne sait le faire au départ. Et je ne suis pas tout seul. J'ai bien sûr toutes les équipes de Paris 2024 qui travaillent à faire en sorte que ce soit possible. Donc évidemment, ça nous déplace parce que quand on invente quelque chose, on n'a pas de modèle, on ne peut pas recopier quelqu'un qui aurait déjà fait ça. Donc du coup, on est complètement dans une zone d'inconnu, quoi. Et ça, c'est ce qu'ils appellent vraiment la création. Parce que créer, ça veut dire partir de rien et puis inventer tout. Donc ça, c'est forcément déplaçant. Et évidemment, mettre en scène ces cérémonies sur 6 kilomètres, réfléchir à à ce que les gens vont recevoir comme message, mais aussi pas que ici en France, dans le monde entier, parce que tout le monde va regarder à la télévision ce soir-là, ça vous oblige à vous déplacer en dehors de vous-même et d'aller se mettre à la place des autres et de tous les autres, le plus grand nombre de personnes possible. Ça, c'est un déplacement qui est très, très, très heureux, parce que finalement, on comprend mieux les autres quand on se projette, quand on se met à leur place, quand on les rencontre, et parce que ce soir-là, tout le monde doit être représenté. Moi, mon travail, c'est de m'adresser à tous et à toutes, quoi. Voilà. Et est-ce que pour vous, ça avait été impressionnant de voir la cérémonie d'ouverture que vous avez mis en scène? Alors, je suis en train de comprendre, Stanislas, je suis en train de comprendre que je ne vais pas la voir. Je ne vais pas la voir parce que d'abord, elle fait 6 km, donc ça va être compliqué de suivre avec mes petites jambes ou un petit bateau, mais surtout parce que ce soir-là, vous savez, quand on crée un spectacle, on n'en profite pas beaucoup, nous, les metteurs en scène, parce qu'on a plein de trucs à faire. Et moi, je serai certainement dans un centre de contrôle, au cas où il faille prendre des décisions, d'adapter en direct, etc. Et comme on ne le refera pas, parce que c'est une seule et unique fois, cette cérémonie, et ben en fait, je la verrai jamais. Mais c'est le jeu du théâtre. Vous savez, quand on est un acteur de théâtre, on ne voit pas le spectacle dans lequel on joue. Et quand on est metteur en scène, une fois qu'on peut rejouer ce spectacle sur la deuxième, la troisième, ou quand il se joue 10 fois, 20 fois, alors là, on peut se détendre et apprécier et regarder. Mais en fait, c'est notre travail, donc on n'est pas exactement un spectateur comme les autres. Et donc ce soir-là, vous savez quoi? Je la regarderai en replay le lendemain, quelque chose comme ça. Je ferai ça. Bonjour Thomas, Bonjour. C'est Yolanda. Enchantée. Bonjour Yolanda. Ma question, est-ce que tu as une femme? Est-ce que j'ai une femme? Oui. Non, j'ai pas de femme. J'ai un conjoint, mais je suis pas marié avec lui. Mais j'ai un conjoint, j'ai un amoureux. T'as un amoureux? J'ai un amoureux, ouais. Qui? Et ben il s'appelle Thomas aussi. C'est un garçon? Franchement, c'est un garçon. Il s'appelle Thomas. Franchement, moi j'avais toujours dit, oh non, pas le même prénom que moi. Vous avez le même prénom? Pardon? Vous avez le même prénom? Et on a le même prénom, ouais. J'ai pas choisi, on choisit pas qui on aime. Hein. T'es amoureuse des garçons? Ouais. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui. Ça se choisit pas. Ça se choisit pas. En fait, l'amour, tu sais, ça nous tombe dessus. On sait pas bien quand, pour qui, comment. Et puis, c'est tombé sur lui. Voilà. Mais on n'est pas mariés. Ah. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Merci Thomas. Merci beaucoup Yolanda. Merci beaucoup. Bonjour Thomas Joly. Bonjour Marine. Pensez-vous que vous êtes un génie? Ouh. Sacrée question, ça. Alors, non, je ne le pense pas. Vous savez pourquoi? Ça, c'est des mots souvent qu'on dit de l'extérieur. Mais moi, de l'intérieur, c'est juste du travail très, très sérieux. C'est très... Voilà, je suis au travail. Et je pense même que... Je crois que les génies s'ignorent. Moi, je pense que, par exemple, je ne sais pas, quand Claude Monet il commence à peindre Impression soleil levant, c'est-à-dire ce fleuve avec le soleil qui se lève, avec des petites touches de peinture comme ça, il ne sait pas qu'il est en train de révolutionner la peinture et que ça va s'appeler l'impressionnisme, tout ce courant. D'ailleurs, ça vient du titre du tableau, Impression soleil levant. Et en fait, je pense que les génies
c'est une fois qu'une carrière est faite, qu'une carrière est terminée, qu'on se rend compte de l'apport d'un artiste à la société, au mouvement artistique, etc. Et moi, je ne sais pas encore si j'ai assez apporté à la société, apporté au théâtre, et j'espère par contre, quand ma carrière sera terminée, que j'aurai apporté quelque chose. Et peut-être là, on dira, mais je serai mort. C'était un génie, mais moi, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le savoir. Les gens se sont moqués de vous en disant c'est du théâtre pour les nuls. Comment l'avez-vous ressenti? Je ne l'ai pas très bien pris. Pas tellement pour moi, mais parce que moi, j'ai toujours cru qu'il fallait s'adresser à tout le monde, au public le plus large possible, même si ce qu'on est en train de jouer sur scène est compliqué. Par exemple, moi, j'ai monté une pièce de Shakespeare. Shakespeare, c'est une langue particulière, c'est de la poésie, c'est des histoires qui sont complexes, ça dure longtemps, mais pour autant, tout le monde peut recevoir William Shakespeare. Et je pense que c'est notre rôle à nous, les artistes, pendant qu'on est en train d'écrire nos mises en scène, de faire en sorte de ne laisser personne sur la touche. Mais dire que je fais du théâtre pour les nuls et considérer qu'il y aurait des spectateurs nuls, ça, pour moi, c'est vraiment nul. C'est vraiment du journalisme, c'est même pas du journalisme, ça s'appelle du mépris de classe, et moi, ça, je le rejette. Alors, Julien. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, moi, il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Pierre Hadot, qui est en fait un spécialiste de philosophie antique, enfin qui était, puisqu'il n'est plus, malheureusement, et qui est notamment spécialiste de la philosophie stoïcienne. Et en fait, il y a un livre, un recueil de ses articles, qui a un titre extrêmement beau, qui s'appelle « La philosophie comme éducation des adultes ». Et du coup, ma question, ce serait, vous avez reçu une éducation en tant qu'enfant, mais si vous deviez définir votre éducation en tant qu'adulte, ce serait quoi? Alors, en tant qu'adulte, c'est ça la question. Moi, mon éducation, elle est faite par les auteurs, les poètes, les poétesses du théâtre que je traverse. Et vous parlez de stoïcisme, Sénèque, par exemple, que j'ai aussi eu la chance, que j'ai choisi de mettre en scène dans une pièce qui s'appelait Tieste. Et par exemple, quelqu'un qui m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup lu sur Sénèque et beaucoup de... Moi, je suis très, je crois, assez OK sur la doctrine stoïcienne, je crois. Et par exemple, je me souviens d'une phrase, il y a 1000 phrases dans Tieste où il dit, par exemple... faire vouloir au peuple ce qu'il ne veut pas, voilà la vraie puissance, par exemple. Ça c'est vachement intéressant philosophiquement. Il dit aussi, ça c'est pas dans Tieste, mais une phrase qui est toujours avec moi, c'est ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et moi, ça, par exemple, ça m'aide tous les jours, et surtout en ce moment, avec cette histoire de cérémonie d'ouverture. Donc, mon éducation en tant qu'adulte, elle passe par la poésie et les textes que j'ai eu la chance de travailler, de monter. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples de chez Shakespeare aussi, chez Musset, Alfred de Musset, que j'ai joué aussi, chez Racine, que j'ai eu la chance aussi d'interpréter, ou alors d'autres textes que j'ai pas joués, mais que j'ai mis en scène. Et moi, à chaque fois, je prends ces textes-là parce qu'ils m'intéressent pour m'éduquer moi-même, d'abord. Oui, écoutez, merci beaucoup. Merci, Julien. Et rebonjour, Claire. Voilà. Mais d'abord, avant d'avoir 3 questions à vous poser, ou à te poser, on se tutoie à te poser. On peut se tutoyer. J'ai appris que tu as beaucoup fait des costumes, beaucoup avant l'ouverture des Jeux Olympiques, après le théâtre. Aimes-tu te déguiser et pourquoi? Ah, mais j'adore ça, me déguiser. Pour le théâtre? En fait, depuis tout petit, j'ai adoré mettre des costumes. Je rejouais les dessins animés dans ma chambre. Et donc, ça vient de là, je pense, le goût du déguisement, le goût de mettre d'autres vêtements pour se sentir un autre. En tout cas, approcher une autre personnalité, s'amuser avec soi, s'amuser avec ses codes. Parce qu'après, tous les vêtements, ce sont des codes. Et donc, j'aime, oui, me déguiser. Maintenant, comme c'est mon métier, je dis que je me costume. J'étais sûre que ça t'est arrivé de l'avoir fait à la maison. De faire ça? Oui. En fait, c'est venu de là. Je pense que mes parents se sont dit, bon, je crois que ce petit garçon... Alors, j'ai fait un peu de danse, un peu de musique et tout ça, mais en fait, finalement, c'est le théâtre. La deuxième. Penses-tu que Shakespeare est un homme étrange si tu adores toutes ses poésies et que c'est réussi pour l'inspirer? Alors, c'est un homme mystérieux, ça c'est sûr, parce qu'on n'a rien de sa main. Est-ce qu'il a vraiment existé? Il y a plein de théories sur lui, mais moi je crois que c'est l'un des auteurs
les majeurs de l'histoire de l'humanité, parce qu'il continue, imaginez ça, il continue d'être joué partout dans le monde, c'est l'auteur le plus joué. Et les auteurs qui, à travers les siècles, continuent d'être importants pour nous et de nous donner de la lumière ou de nous donner du sens sur ce qu'on vit, ce qu'on traverse, à mon avis, ça, c'est des vrais grands génies pour revenir sur cette question-là. Tu veux regarder les livres? Alors, les contes de Shakespeare. Mon préféré, ça reste pour moi Roméo et Juliette et les songes d'une nuit d'été, que j'ai vu le ballet. Alors, on a quoi là? On a quoi? Le songe d'une nuit d'été, effectivement. Non, mon livre, c'est mon livre. Macbeth. Macbeth, comme ça je raconte une histoire. Incroyable. Plus de pièces de théâtre, plus de dialogue. En fait, voilà, la pièce a été résumée en conte, c'est ça. C'est compliqué pour les enfants à lire. Le roi Lear, incroyable. Et ta préférée, Roméo et Juliette? Et les songes d'une nuit d'été. Et la tempête, j'adore. Ok. Et j'adore aussi Aya Nakamura, j'ai eu le temps d'écouter sur Deezer. Si je chante quelque chose. D'accord. Au secours, j'ai besoin d'amour. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, ce n'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Allez, on applaudit là. Moi aussi j'adore chanter. Waouh. Et tu chantes quoi, Thomas? Le rêve de Stella, et puis tu chantes avec moi alors. D'accord. L'univers est un star système. La Terre est une poussière d'étoiles. La Lune sera mon diadème. Pour mes noces transidérales. La Voie lactée sera mon voile nuptial. Ma robe de mariée, une aurore boréale. De rien. Pas mal, non? Pas mal. Allez. Eh bien, écoute, merci Claire pour ce duo. Thomas. Merci Eh bien, de pour rien. ce duo. Merci à toi. Merci. Donc ma question ne traite pas du tout de ces problèmes-là. Je trouve ça une bonne idée quand on n'a pas ses membres totalement pressants physiquement. C'est vrai qu'on donne aux gens la possibilité de pratiquer une activité physique qui leur permet de se dépasser et surtout d'être avec les autres. Faire du sport et qu'on n'en a pas toutes les capacités, c'est vouloir faire un défi et ça demande beaucoup de courage parce qu'on est limité. Mais ce qui n'est pas limité, c'est la volonté. Alors là, je dis oui à 100%. Et c'est aussi la très belle énergie des Jeux paralympiques. Oui. Puisque ce qui est très beau, c'est que les personnes en situation de handicap concourent avec chacun son handicap particulier. Oui. Et pourtant, tout le monde est ensemble et il y a des performances incroyables. C'est juste une autre façon de faire du sport, mais c'est possible. Et cette question d'inclusivité, là, les Jeux paralympiques la portent très fort. Oui. Valentin, à toi. Bonjour. Bonjour Valentin. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous vous déguisez en cosplay ou en simple déguisement? Parce que moi, c'est mon cas. Vous faites du cosplay? Oui. Ok. Moi, je fais pas du cosplay, je mets des costumes de théâtre. Ah. Mais je pense que c'est un peu pareil, vous allez me dire. Moi, quand je mets le costume du personnage que je vais interpréter et aller sur scène, que je fais le maquillage aussi, parce que ça joue, la coiffure, ça joue aussi. En fait, je vois que mon visage, il répond pas de la même manière que quand j'ai pas de maquillage. Je vois que mon corps, il répond pas de la même manière que quand j'ai pas ce costume. Par exemple, je vous donne cet exemple. Je jouais un personnage qui s'appelle Richard III. Et Richard III, il a une jambe qui est plus courte que l'autre. Il a une bosse dans le dos. Et il a une main qui est, comme il dit lui-même, comme un arbre flétri. Et donc, en fait, cette main, elle est un peu moins vive que l'autre. Ma jambe gauche était plus raide que ma jambe droite. Ça, c'est le costume qui me raidissait la jambe. Et puis, cette bosse pesait sur mon dos. Et en fait, là, je suis, debout, je me tiens droit. Mais avec ce costume, en réalité, j'étais comme ça. Parce que c'était lourd et le costume m'obligeait à changer mon corps.
Et ben, j'imagine que pour vous, c'est pareil. Et c'est ça la grande magie de l'illusion, du déguisement, du costume, de la transformation. C'est que nous sommes nous, mais avec quelques accessoires, on peut être déplacé. Et pour finir, qu'est-ce que ça vous a fait de jouer le rôle d'un méchant comme Richard III? Et bah de me dire que c'est pas joli de ce qu'il fait. Lui, il y a même Pierre dans Tieste, je jouais Atrée. Là, Atrée, c'est direct lui-même qui tue les gens. Et ces gens, ce sont des enfants, et il les fait cuire, et il en fait à manger à son frère. Il les donne à manger à son frère. Et j'excuse pas ces actes monstrueux, mais par contre, moi, mon travail d'acteur, c'est d'aller les expliquer comment ça se fait qu'il agit comme ça. Et au-delà de ça, de générer chez les spectateurs un trouble, c'est-à-dire, si tout de suite j'arrive et que je suis très méchant, et que tout le monde me déteste, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si on m'aime bien, mais qu'en même temps, je suis méchant, là, ça commence à être intéressant, qu'on génère de l'empathie pour ce personnage, et ça, c'est mon travail. Mais c'était intéressant d'aller chercher en soi la part de monstruosité qu'on peut avoir, mais qu'on ne laisse pas s'exprimer dans la vie réelle. Et heureusement, tout ça n'est que du théâtre, bien sûr. Merci Valentin. Fousseni est à côté de moi. Il a préparé quelques questions. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la première pièce que tu as faite? La première pièce que j'ai faite en tant que metteur en scène, c'est une pièce qui s'appelle Arlequin poli par l'amour, d'un auteur qui s'appelle Marivaux, du XVIIIe siècle. Une toute petite pièce qui raconte l'histoire. Vous connaissez l'expression « tomber amoureux » ? Elle vient de cette pièce, l'expression, parce que Arlequin, quand il rencontre une jeune bergère qui s'appelle Sylvia, il tombe par terre. Et quand il tombe, il se relève, et tout à coup, il parle plus pareil, il n'a plus les mêmes envies qu'avant. Et depuis cette pièce, on dit tomber amoureux grâce à Marivaux. Avant, on disait être pris d'amour pour quelqu'un ou prendre en amour quelqu'un. Et depuis cette pièce, on dit ça. Et ça, c'est la première pièce que j'ai montée. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ethan Fiong. Et qu'est-ce que tu en penses des élections présidentielles et législatives? En ce moment? Oui. Je suis assez inquiet parce que je crois que le signal qui est envoyé, c'est que c'est comme si on n'avait pas envie de vivre ensemble. Moi, j'entends ça. Okay. Alors que, au fond, je pense qu'on a envie, mais que la peur qui a été générée depuis plusieurs années avec l'angoisse du futur, parce qu'il y a ça aussi, la projection, elle est floue, c'est flou écologiquement, c'est flou économiquement, c'est flou politiquement, on a du mal à se projeter. Et donc quand les êtres humains ont du mal à se projeter, soit ils se tournent vers la culture, plusieurs périodes de l'histoire nous le montrent, soit ils se retournent vers eux-mêmes. Et à partir du moment où on se retourne vers soi-même et uniquement soi-même, on génère ces manques d'altérité, ces manques de curiosité, d'allant vers l'autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, que ces votes, malheureusement, amènent à comme une division entre nous. Merci. Thomas, merci. Je voulais remercier aussi la mairie de Paris. Merci à vous. De nous avoir accueillis. Je vous remercie pour vos questions qui sont à la fois celles qui viennent de mon parcours, parce que je fais du théâtre, mais aussi sur les Jeux Olympiques, mais aussi qui je suis. Je vous remercie parce que c'est comme ça qu'on fait connaissance et pour cet échange. On a chanté ensemble, on s'est applaudi. Il y a eu de la chanson un peu à d'autres endroits. On a écouté d'autres. Bref, c'était un super moment. Un moment en vérité qui est celui que moi j'appelle de mes voeux à chaque fois qu'on est dans un théâtre, alors c'est presque un théâtre ici, hein, un lieu de pouvoir avec, vous voyez, un décor, etc. Et partager, en réalité, en ce moment, je pense que c'est ce qu'il nous faut absolument, absolument, aller les uns vers les autres, les unes vers les autres, parce que se rencontrer permet de se comprendre mieux, de se comprendre intellectuellement, mais de se comprendre, c'est-à-dire se prendre avec soi, comme dans l'étymologie. Et nous prendre les uns les autres, les unes les autres, tous ensemble, parce qu'on est tous ensemble au même endroit, en même temps. C'est très important pour moi et ce qu'on a fait ce matin, ça participe à ça. Alors je vous en remercie du fond de mon cœur. Merci beaucoup. Merci.